concernant les difficultés des employés à se surpasser, sinon à vaincre la pression Oui. toujours accrue dans le service, bon, il y en a qui tiennent, mais il y en a qui ne tiennent pas. Et beaucoup d'employés, dans ce cas-là, vont se suicider. Parce que, étant sous pression, imaginez quelqu'un à qui on lui demande, il faut que vous fassiez un chiffre d'affaires de 100 millions. Au 25 du mois, il n'a même pas encore fait 75 millions. Alors qu'il doit faire 100 millions, il n'a même pas atteint 75 millions. Celui-là, il va chercher partout. Mais et s'il n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qui va se passer au 30 du mois, ou bien au 31, ou bien au 1er du mois prochain? Qu'est-ce qui va se passer avec son employeur? Vous voyez? Donc, ce monsieur-là, ou bien cette dame-là, hein, sera obligé, hein, de puiser dans son potentiel intérieur. Et s'il en a utilisé et que c'est fini, que c'est vide, vous voyez, cette personne-là sera dépressive et même qui sera conduite même à se suicider pour ne pas voir effectivement cette défaite-là arriver. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous, on dit à chaque jour suffit sa peine. On ne peut pas aller au-delà de ce que nous ne pouvons pas. Et docteur Porquet l'a souligné. Est-ce que vous pouvez travailler sous stress? Mais c'est absurde. C'est comme si on demande à quelqu'un, est-ce que vous pouvez travailler étant dans le feu? Mais ce n'est pas possible. Chacun viendra avec sa compétence. Mais la compétence de chacun est limitée, hein, par rapport à ce qu'il sait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous nous trouvons dans des pays. Et ce que nous demandons à nos dirigeants, c'est la stabilité. Une fois qu'il y a la stabilité dans un pays, et nous allons nous occuper maintenant des difficultés normales de la vie. Parce que ça fait partie de la définition de la santé mentale. Manifester son potentiel et faire face aux difficultés normales de la vie. Mais s'il y a des difficultés autres que des difficultés normales, il va sans dire que ces personnes-là qui seront mises sous pression, ces personnes-là vont à volo. Nous avons vécu cette tragédie ici en 2010, 2011, mais ça a été un effroi sans fin. Alors qu'on dit mieux vaut une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Donc, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ont perdu leur dignité à cause de cette crise. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur activité, qui étaient des chefs d'entreprise, aujourd'hui qui sont réduits à zéro, aujourd'hui qui sont à la mendicité. Mais combien ont pu tenir dans ça, le changement de situation? Vous quittez une zone qui est en crise et vous arrivez dans une zone qui semblait être stable, mais pour combien de temps? Ça a désorganisé des familles, ça a amené des filles à la prostitution, ça a amené les enfants à la déscolarisation. Donc, pour dire que déjà, nous qui sommes citoyens d'un pays, il faut que les dirigeants arrivent déjà à stabiliser ce pays-là. C'est pourquoi ils sont au devant de la destinée du pays. Il faut qu'ils arrivent à jouer leur rôle déjà. Pour que nous, citoyens, nous pouvons participer effectivement à la vie de cette nation et tranquillement. Maintenant, si je n'ai pas eu de boulot parce que je n'ai pas été compétent, ça dépend de moi. Mais quand des crises viennent en dehors de nous, vous êtes là, du jour au lendemain, vous devez quitter votre domicile pour aller ailleurs que vous ne connaissez pas. Mais effectivement que ça va affecter le mental. Les enfants qui sont dans le ventre de leur maman, la maman qui est stressée, l'enfant qui va sortir, il est plus stressé. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui se produire, vous allez remarquer, quand on va suivre la vision de Dr Porquet, vous allez remarquer, si on fait le sondage, vous allez remarquer ces enfants-là qui sont aujourd'hui on va dire quoi, en difficulté, ou bien qui sont contre la loi, qu'on appelle les enfants de la rue, ou bien les enfants qui sont
en crise contre la loi. Donc, ces enfants-là, vous allez voir que ce sont des enfants qui sont nés pendant ces périodes-là. Vous voyez, même s'ils vont à l'école, ils ne seront pas stables parce que déjà, ils sont nés avec des effets collatéraux des situations que leurs parents ont vécues. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que déjà, la santé mentale doit commencer déjà par la stabilité du pays dans lequel nous vivons. Oui, il y a beaucoup de préjugés quand même. Oui, il y a beaucoup de préjugés sur la santé mentale puisque les causes sont multiples. Hein. Voilà, et la plupart du temps, c'est quelque chose qui est tabou. Et quand quelqu'un commence par faire des dépressions ou à délirer, bon, on le qualifie déjà de quelqu'un de pas normal, de quelqu'un de fou. Voilà, donc il est quand même difficile. Mais on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut aussi pour leur apporter assistance. Donc, et c'est fréquent. Maintenant, les causes sont multiples, comme je l'ai dit. Il y a aussi le stress, la dépression. Il y a aussi sur le plan traditionnel qu'il ne faut pas négliger parce que certaines personnes ont eu recours à beaucoup de choses, telles que des croyances qui ne disent pas leur nom, des fétiches par exemple, et qui n'ont pas honoré ce qu'ils devaient faire. Et ça commence, on les voit, ils commencent à délirer, ils commencent à se déshabiller, à marcher nus dans la rue. Et tout ça, c'est pas aussi aisé. Donc, pour y remédier, je pense qu'il faut recourir d'abord à l'origine. Voilà, savoir d'où vient le mal. Et puis, chercher par tous les moyens comment faire pour les traiter. Les moyens, c'est la prévention la plupart du temps. Hein. Nous également, dans notre pratique, les préjugés que nous entendons, c'est la maladie mentale, c'est pour les faibles. La maladie mentale n'existe pas. Si quelqu'un a un problème de santé mentale, c'est qu'il a dû faire quelque chose de mystique. C'est, comme vous disiez, c'est le karma, c'est quelque chose de mérité. Si quelqu'un a un problème, se retrouve dans un hôpital psychiatrique, c'est certainement qu'il a pris de la drogue. Voilà. Donc, généralement, voilà les préjugés que nous avons. La maladie mentale, on n'en guérit pas. Les médicaments qu'on donne dans les hôpitaux psychiatriques, ce sont des drogues qui ne servent à rien, qui rendent juste dépendants. Donc, voici notre quotidien. Et malheureusement, tous ces préjugés ont tendance à retarder la prise en charge parce que un hôpital devient malheureusement le dernier recours. C'est lorsqu'on a tout essayé, qu'on n'a pas de solution, on se dit, bon, il faut peut-être venir essayer. Mais c'est généralement, un problème de santé mentale est tout de suite associé à quelque chose de mystique, de spirituel, vu que ce n'est pas quelque chose qu'on peut palper. Donc, le premier recours, ce n'est pas de venir à l'hôpital. Et puis, autre chose, nous, en Côte d'Ivoire, nous avons été, comment je vais dire, nous avons cette culture-là d'être les plus forts. Il faut que tu sois fort. Un garçon doit être fort. Un petit garçon tombe, il veut pleurer. On lui dit, un garçon ne pleure pas. Donc, très tôt, on t'apprend à ne pas savoir identifier ni gérer tes émotions. Alors que dans les éléments que je donnais tout à l'heure, avoir une bonne santé mentale, c'est également pouvoir identifier et gérer ses émotions. On est également dans cette espèce de fatalisme, en se disant, ça va aller. Même quand ça ne va pas, on n'a pas pris l'habitude de demander de l'aide parce qu'on se dit que c'est une preuve de faiblesse. Donc, il faut vraiment arriver aux extrêmes pour se dire, ah, on doit aller à l'hôpital. Et ça veut dire que les gens, dès lors qu'il y a un mal possible, ils doivent directement se renseigner, déjà aller dans les services adéquats. Grâce, moi, je n'ai même pas envie d'arriver jusque-là. Moi, j'ai envie de dire que de la même façon dont nous, les médecins, nous recommandons aux populations de faire un bilan de santé annuel ou bien tous les 6 mois, c'est comme ça que également, il faut faire son bilan de santé mentale pour s'assurer que tout va bien. Parce que dans la plupart des cas, on a l'impression que ça va,
que tout va bien. Tant que la personne n'a pas commencé à se déshabiller, tant que la personne n'a pas commencé à être violente, tant que la personne n'a pas émis des idées suicidaires, on se dit que tout va bien. Alors que lorsqu'on creuse, les problèmes ont commencé depuis longtemps. Donc, même en amont, on peut venir faire un bilan de santé mentale avec un psychologue ou bien avec un psychiatre pour s'assurer au moins que on va bien, que effectivement on arrive à gérer les difficultés normales de la vie. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, effectivement, lorsque les outils que nous mettons nous-mêmes en place pour pouvoir faire face aux difficultés normales de la vie, on se rend compte que ces outils ne suffisent plus parce qu'on ne dort pas la nuit, on est de plus en plus irritable, on est de plus en plus agressif, on parle mal pour un oui ou pour un non, on a tendance à s'isoler, on a du mal à rester concentré au travail. Et on a tendance à augmenter la consommation d'alcool ou bien de drogue ou bien de tabac et que malgré tous nos efforts pour revenir à, entre guillemets, la normale, on n'y arrive pas. À ce moment-là, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide à un professionnel de santé. C'est vrai, parmi les outils personnels, il y a le fait d'aller voir un ami, un père spirituel ou bien son imam, ce que vous voulez. Mais lorsque, à un moment donné, de manière très honnête avec vous-même, vous voyez que ça ne suffit pas, demandez de l'aide avec un professionnel de santé. Ils sont formés pour ça, il n'y a aucune honte à le faire. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse, ça veut juste dire que vous prenez soin de vous. Oui, docteur, vous avez parlé de prévoir de faire un bilan annuel. Que dire des personnes qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas se permettre cela? Qu'est-ce que vous appelez les moyens, Oui, Grâce? à combien aussi, excusez-moi, à Parce combien que aussi le bilan peut je veux vous dire que lorsqu'il s'agit d'aller faire une consultation ophtalmologique, à ce moment, la personne ne vous parlera de moyens pour aller voir l'ophtalmo. Lorsqu'il s'agit d'aller voir son gynécologue, personne ne va vous parler des moyens. Tout le monde va trouver 3 000 francs, tout le monde va trouver 5 000 francs pour aller faire la consultation. Mais lorsqu'il s'agit de santé mentale, on estime que c'est quelque chose de banal, on va juste venir et puis le médecin va parler, ou bien le psychologue va parler beaucoup. Généralement, les gens dans leur imaginaire vont te dire que ça coûte cher. Ils ne vont pas réellement se renseigner sur les coûts. Et ils seront moins enclins, comme je disais, à débourser la même somme qu'ils paieraient pour une consultation d'ophtalmologie, en psychiatrie ou en psychologie, parce qu'ils vont se dire que ce n'est pas important, je peux gérer. Quand ton œil te fait mal, tu sais que tu as mal à l'œil, tu dois aller à l'hôpital, donc tu vas débourser de l'argent, tu vas payer ton ordonnance. Mais quand il s'agit de ta santé mentale, tu te dis toujours, c'est bon, je gère. C'est ça aussi la réalité. Ce n'est pas forcément plus cher que les autres spécialités, c'est juste une question de l'importance aussi que nous donnons à ces soins en question. D'accord. Sinon, à l'hôpital psychiatrique, la consultation au public, la première consultation coûte 5 000 francs. Et la deuxième consultation coûte 3 000 francs. Des bilans mentaux au niveau de l'hôpital psychiatrique, comme elle a donné, c'est intéressant. Je pense que chacun de nous y pensera. Et puis, on verra aussi comment orienter d'autres personnes là-bas, parce que c'est important. Il est vrai que quand bien même quelqu'un souffrirait de, je dirais, de troubles mentaux, de schizophrénie ou bien de burn-out ou bien d'une dépression, il est toujours bon d'aller à l'hôpital. C'est le minimum et c'est le bas mot. On va à l'hôpital, on fait un petit bilan. À l'issue de ce bilan, on peut maintenant continuer dans la même veine. Mais il faut toujours partir à l'hôpital, c'est important. Ce que le docteur Porquet a dit, c'est quelque chose vraiment à ne pas négliger. Parce qu'on a tendance à croire que cette histoire de santé mentale, elle est vraiment banale. Voilà, elle est soit mystique, on est en train de payer un karma, c'est à l'issue d'un fétiche mal consommé ou mal pris qu'on a eu ce truc-là. Donc, on se réfère soit au pasteur, au prêtre, à l'imam, ou encore au féticheur ou au marabout pour trouver la solution. Alors que par moment, il y a aussi des faits et des cas qui sont naturels, qui n'ont rien à voir avec soit un soi-disant
un effet karmique ou bien un effet fétichiste et autres. Parce que la dépression, une forte dépression peut entraîner facilement des troubles mentaux, peut entraîner facilement une santé mentale. Donc, ça peut agir. Et la dépression ne vient pas au hasard. Les histoires de burn-out, les histoires de stress, quand par exemple les chefs d'entreprise, je dirais par abus de langage, ne savent pas ce qu'ils disent, pouvez-vous travailler sous stress, ce qui ne se dit pas. Nous, on sait que quand on entend des paroles pareilles. Mais si le gars il est stressé, il fait comment pour bien travailler? C'est ça. Et vous lui demandez s'il peut travailler sous stress. Mais comme c'est une affaire de boulot aussi, on répond oui, oui. Hein. Voilà, on répond oui, oui pour être embauché. Et après l'embauche, maintenant, chemin faisant, voilà, chemin faisant, on se rend compte que le gars, il n'arrive pas parce qu'il est submergé. On ne sait même pas le travail qu'il a fait à la maison d'abord avant d'arriver au boulot. Et il a un tas de boulot aussi à gérer avant une certaine heure. Il doit rendre compte au patron, au sous-patron. Tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est vrai, il y a des préjugés. La santé mentale est très mal vue en Afrique. Voilà, on ne tarde pas à se moquer même de quelqu'un qui délie, à plus forte raison quelqu'un qui est fou, en griffe, je le dirais. Voilà, donc vous voyez, et il est en même temps tabou, quoi. Donc, je pense que l'émission est la bienvenue. Nous aussi, on fera aussi une sensibilisation autour de nous. Voilà, moi, je ne savais même pas qu'on pouvait aller faire un bilan mental, je dirais, pour ne pas dire un bilan psychique chez le docteur Porquet. Et À comme on le l'hôpital sait, je pense qu'on psychiatrique. prendra nos dispositions. Oh, ouais. Je pense qu'on prendra nos dispositions. D'accord. Sinon, c'était ma contribution. La santé mentale a plusieurs dimensions. Il y a d'abord la santé mentale positive, qui est un état de bonne santé mentale. Et face à certaines difficultés de la vie qui sont trop difficiles à surmonter, on va vers ce qu'on appelle la souffrance psychologique. Et lorsque vous êtes dans la situation de souffrance psychologique, c'est comme un couloir vers lequel vous avancez. Lorsque vous êtes dans la souffrance psychologique, à ce moment-là, tous les outils que vous pouvez mettre en place, comme la visualisation intérieure, comme la méditation, les remédiations cognitives, tout ce que vous pouvez mettre en place, la prière, tout ce que vous pouvez mettre en place vous seul, ça peut fonctionner. Et avec tout ça, vous pouvez repartir vers ce qu'on appelle la santé mentale positive. Vous pouvez repartir à l'autre bout du couloir et avoir une bonne santé. Mais parfois, ces outils-là ne marchent pas. Et on a besoin, en plus de ces outils-là, d'aller voir le médecin. Et le médecin va associer une médication. Mais je veux rajouter qu'en termes de santé mentale, tant qu'il ne s'agit pas d'un moyen qui touche l'intégrité physique et morale d'un individu, tous les moyens sont bons à prendre. Si votre santé mentale est solide grâce au fait d'aller voir le psychiatre, d'aller voir le tradithérapeute et puis d'aller voir votre pasteur ou bien votre prêtre ou bien votre imam à l'église, grand bien vous fasse, grand bien vous en fasse, franchement. Il n'y a pas un seul moyen pour aller bien. L'être humain est pluridimensionnel. Donc, il faut prendre également cet aspect-là en compte. Mais parfois, on est obligé d'associer la médecine, on est obligé d'associer les médicaments en plus pour pouvoir avoir un résultat encore plus étonnant, encore plus efficace. Ouais, plus probant. Il y a beaucoup de formes de méditation qui, je dirais aussi, apportent aussi cette histoire de santé mentale, pour abonder un peu dans le même sens que Dr Porquet. Voilà. Il y a le Saja Yoga, par exemple, qui accentue sa vision, son objectif sur la méditation. Et là, c'est un volet typiquement spirituel. Bon, pour ceux qui le pratiquent, quand tu le fais régulièrement, en tout cas, il te met, je dirais, comme on le dit, au canal central. Alors, au canal central, c'est l'équilibre, quoi, en un mot. Voilà, c'est l'équilibre.
Et tout ça, c'est bon aussi pour la santé. Il est vrai que chacun a sa croyance. Donc, on ne dira pas à X ou à Y de ne pas aller voir ni son imam, ni son pasteur ou prophète, mais ne négligeons pas aussi ce volet médecine conventionnelle. Parce que, quoi qu'on dise, hein, on se complète. Voilà, il y a des choses aussi où la médecine moderne ne peut pas, vice-versa, où la médecine aussi, je dirais, traditionnelle ne peut pas. Donc, les deux se complètent. Et l'objectif de tout cela, c'est le bien-être de la population, c'est le bien-être de l'individu, c'est le bien-être de chacun de nous. Donc, tout ce qui peut concourir, voilà, effectivement, tout ce qui peut concourir à notre bien-être, à notre guérison, à notre santé, moi, je pense qu'il ne faut pas négliger, quoi. Au niveau de la médecine, au niveau de l'Afrique, surtout c'est ce que je connais bien, nous avons des sphères géographiques. Vous voyez, si on prend seulement le cas de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Donc, les praticiens de la médecine traditionnelle et de la spiritualité africaine sont dans ces sphères géographiques-là. Moi, je suis malinké. Donc, si j'ai un problème de santé et que je dois, effectivement, à part la médecine conventionnelle, là où je dois me retourner, je dois aller vers ma base, pas tribale, mais ma base ethnique. Parce que là-bas, il y a des personnes qui sont dédiées pour la médecine, on va dire la médecine spirituelle. Et c'est des gens que nous avons grandi. On a trouvé ces familles-là le faire. Donc, dès que nous avons ce problème, nous y allons directement. Vous voyez? Donc, chez les Atiers, c'est différent. Chez les Baoulés, c'est différent. Chez les Malinqués, c'est différent. Donc, quand on a fini avec nos traditions, et aller vers la tradition des autres qu'on n'arrive pas à maîtriser, si nous nous y prenons garde, nous allons à l'aventure. Je ne dis pas que le yoga n'est pas bon. Je ne dis pas que les relaxations venant de l'Occident, venant de partout, ce n'est pas bon. Mais nous avons vu des cas. Nous avons eu des cas, par exemple, on a vu le cas des Davidiens. Les Davidiens, on a dit que l'an 2000, c'était la fin du monde. Et que à l'orée de l'an 2000, il fallait que les gens fassent ce qu'on appelle le suicide collectif. Et il y en a qui l'ont fait. Mais David lui-même, qui a créé sa secte, ne l'a pas fait. Donc, il faut faire très attention avec des groupes où il y a des gourous. C'est pour ça qu'il y a des esprits qui sont faibles. Il y a des personnes, on peut leur dire, le chemin que vous êtes en train d'emprunter là, ce n'est pas le bon chemin, alors que c'est le bon chemin. Donc, comme ils n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes, parce que souvent, il y a ça aussi. Il y a des gens qu'on va dresser. Mais alors que les gens ont besoin d'être éduqués. Quand quelqu'un est bien éduqué, il va réfléchir par lui-même. Mais quelqu'un qui est dressé, c'est quelqu'un qui réfléchit ou bien qui attend que le gourou lui donne le top départ de ce qu'il doit faire. Même quand il doit prendre une femme, il faut qu'il parte consulter son gourou. Voilà, je dois voir, il y a cette femme-là que je convoite. Est-ce que... Mais si lui, il n'est pas d'accord avec la famille de cette femme-là, il va dire que non, ne va pas. Et il y a une anecdote à cela. Il y a une dame qui se trouvait dans une église avec un autre homme. Et dans ça, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que la dame qui est célibataire et qui cherche un mari. Et dans l'espace religieux, là, il y a, on va dire, le maître qui a été contacté par quelqu'un qui convoite cette femme, puisque eux, ils doivent se marier entre eux dans leur secte. Donc, le gourou qui dit à la dame, il y a eu une vision et Dieu m'a dit que voici ta femme qui est là-bas. Et il allait voir la femme pour dire, j'ai fait une vision où Dieu m'a dit que voici ton mari qui est là. Effectivement, elle a envie de se marier. Si c'est une vision que le monsieur a eu à faire et que c'est Dieu qui lui a dit,
que voici ma femme qui est là, ou bien voici mon mari qui est là, c'est que ça vient de Dieu. Donc, quand quelque chose vient de Dieu, on ne doute plus. Donc, la dame qui a commencé à entretenir ce monsieur jusqu'au mariage. Et la nuit de noces, 5 à 10 minutes après, la dame demande au monsieur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Depuis, j'attends. Il dit, mais moi, j'ai fini mon acte sexuel. Il dit, mais moi, j'ai pensé à j'ai vu un verre qui me chatouillait. Ce n'est pas un pénis que moi, j'ai vu pénétrer en moi. Donc, cette dame qui attend un verdict de Dieu concernant son mari, et ce monsieur qui est en face de lui ne répond pas à ce que lui, elle veut sur le plan sexuel. Donc, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Donc, cette personne-là va quitter la secte parce qu'elle a été déçue. Mais là encore, si on lui dit que si tu pars, voici les événements qui peuvent t'arriver, donc elle va rester dans un mariage qui ne lui convient pas, et la peur d'être stigmatisée par les autres membres de la secte fera qu'elle va rester dans ce foyer-là qu'elle n'aime pas, et voici le traumatisme que ça va la créer. Si d'aventure il y a la naissance d'enfants, ces enfants qu'elle va regarder, est-ce que ce sont des enfants d'amour? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention dans ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'il faut que nous arrivons à donner une bonne éducation à nos enfants. Un enfant qui est très bien éduqué, c'est que c'est un parent aussi qui a été bien éduqué. Et si cela est fait, vous allez voir que nous n'allons pas aller vers la tentation. Parce que c'est la tentation qui nous crée souvent ces genres de problèmes. Des gens qui ont envie de devenir riches. Ils vont dans tel pays pour aller faire, comme on appelle, des pactes. Ils reviennent. Maintenant, lorsque le temps qui a été décrété par leurs sorciers pour dire qu'ils vont mourir, lorsque ce temps-là commence à s'approcher, mais ces enfants, ils deviennent hystériques. Ils perdent la boule. Mais alors qu'ils vont dire qu'on le fait parce que on a vu que la famille d'à côté qui était très pauvre, les enfants sont devenus riches et qu'ils nous larguent. Donc pour cela, nous aussi, on va aller chercher de la fortune pour pouvoir faire aussi notre vie. Alors que nous tous, nous ne sommes pas venus ici pour gagner de l'argent. Nous sommes venus pour ceux qui parlent de religion, de spiritualité, certainement que nous sommes venus pour la dévotion à Dieu. Bon, pour ceux qui sont des athées, bon, ils vont dire qu'ils sont venus pour d'autres choses, si des Darwin, des choses, le Big Bang qui s'est passé, tout ça. Donc, mais ce qu'il faut savoir, il faut être carré dans sa tête de sorte que les influences extérieures n'arrivent pas à nous ébranler. Moi, j'ai toujours dit que le bonheur, là, le bonheur ne se fait pas par l'autre. Le bonheur se fait par soi. Donc, ce que l'autre gagne n'est pas ce que moi je gagne. Donc, s'il gagne de l'argent ou bien s'il a une bonne position, je remercie Dieu pour ça. Parce que celui-là ne viendra pas me demander de l'argent. Au moins, je vais préserver ma poche. Si j'ai de l'argent pour aider les gens de mon entourage, je vais les aider de sorte qu'ils ne viennent pas me demander de l'argent chaque matin. Parce qu'imaginez-vous un père de famille qui ne travaille pas et qui chaque matin doit venir voir son jeune frère qui veut de l'argent de la popote. Un jour viendra où ce jeune frère va dire, mais va travailler. Et cette personne-là, vis-à-vis de ce jeune frère-là, alors qu'on va le trouver très souvent, c'est lui qui l'a scolarisé, c'est lui qui l'a aidé jusqu'à ce qu'il devienne ci. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de l'autre. Quand on attend de l'autre qu'on est dessus, souvent on va manifester des troubles psychiques. Souvent on va manifester des troubles psychiques. Parce que nous serons là en train de dire, si je savais, je n'allais pas le faire. Mais en même temps, le disant, si je savais, je n'allais pas le faire, nous allons nous fixer sur quelque chose et nous allons être déconnectés de la réalité. Et quand nous sommes déconnectés de la réalité, automatiquement, nous devenons des hommes asociaux.
Parce que plus rien ne nous intéresse, toutes les personnes qui seront là seront des ennemis. Toutes les personnes qui seront là seront des personnes qui ne veulent pas du bien du tout. Et ça va faire quoi? Ça va faire que, effectivement, au niveau de la famille, il va y avoir la discorde. En Afrique, on dit que c'est celui qui a l'argent qui parle. Mais il ne faut pas que nous arrivions à ça. Il ne faut pas que celui seulement qui a de l'argent parle. Mais s'il est le petit frère, il doit jouer son rôle de petit frère, même s'il est le milliardaire de la famille. Parce que là également, il y a des traumatismes qui se passent dans nos familles, qu'on ne dit pas le nom. L'aîné sera celui-là celui-là qui sera en train de commander les chaises, qui va commander la bâche, qui va commander les boissons, pendant que le petit frère, quand il n'est pas encore arrivé, on dit, ah, les gens, il n'y a personne à la réunion. Il faut que nous revenions à nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, en Afrique ici, notamment chez nous les Malinké, nos fondamentaux, c'est le respect de l'aîné. L'aîné, qui qu'il soit, s'il est pauvre, il est riche, il est l'aîné. Et tant qu'il est en vie, nous lui devons respect. Et de sorte que l'équilibre déjà de la famille soit préservé pour que ceux qui sont les individus de cette famille-là ne déchirent pas la nappe psychique de cette famille. Okay. Bonsoir. Docteur Porquet, vous êtes en train d'écouter, bon, on dit souvent que chez nous, on dit souvent chez nous que la parole est une arme. Et lorsqu'elle est mal utilisée, qu'elle est partie, ça peut faire des dégâts. C'était très intéressant ce que vous disiez dans la mesure où parfois, c'est nos familles même qui tendent à aggraver notre charge mentale. La pression de la famille est tellement importante, on est souvent dans la comparaison avec les autres enfants de la fratrie ou bien dans la comparaison avec les enfants du voisin. Et c'est cette charge mentale-là qui pousse souvent notre jeunesse à beaucoup de dérives. La question de Donc, c'est important de revenir aux fondamentaux, effectivement. Grâce, on ne vous entend plus. Oui, je disais la question de l'éducation même des parents-enfants et même parfois des enfants-parents qui se disent qu'à un moment donné, ils rentrent l'aîné sur les enfants. Et du coup, ça crée une sorte de pression inconsciente. Absolument. Absolument. L'enfant devient à un moment donné, soit parce que le parent est irresponsable, soit parce que le parent a vieilli. Du coup, c'est tout à fait normal qu'ils soutiennent, mais il se retrouve avec plus de charges que prévu. Et cela impacte non seulement son mental, mais également sa capacité à s'épanouir, parce qu'il est en mode « je suis responsable de ». Je suis responsable de ceci. Ouais. Il n'arrive pas à être vraiment... Oui. Et en plus de cela, malheureusement, grâce, et vous conviendrez avec moi, beaucoup de parents n'apprennent pas à devenir parents. Voilà. Beaucoup de parents font des enfants parce qu'il faut faire des enfants, il faut se reproduire. Et ces parents-là ont tendance à reproduire les erreurs d'éducation qu'ils ont héritées de leurs propres parents, ces erreurs éducatives qui les ont eux-mêmes blessés. Ils ont tendance à reproduire les mêmes schémas sur leurs propres enfants sans chercher à guérir de leurs blessures. Parce que pour eux, ça va de soi que comme j'ai investi dans mon enfant, donc mon enfant doit de facto me renvoyer l'ascenseur, mon enfant doit de facto s'occuper de ses frères et sœurs. Sauf que toi, en tant que parent, c'est ton enfant. C'est ton devoir. Ton enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est toi qui as décidé de le mettre au monde. Donc, il n'y a aucune raison que tu lui fasses porter cette charge. Attention, l'enfant, au vu de la situation de son parent, peut décider de venir en aide aux parents pour le soulager parce qu'ils se sont reconnaissants de tous les sacrifices consentis par les parents. Mais à aucun moment, ça ne devrait devenir une charge pour un enfant de prendre la place de ses parents, de s'occuper de tous les frères et sœurs,
de s'occuper de tous les parents. Il faut que l'enfant aussi puisse se construire. Donc, il faut que les parents puissent soigner leurs propres blessures avant de vouloir, de prétendre transmettre une éducation à leurs enfants. Parce que c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération avec des personnes blessées de guerre, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire. La schizophrénie, les troubles de stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est la maladie. Et vous faites bien de citer tout ça parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, les gens ne connaissent que la dépression. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de maladies mentales. Donc, c'était juste pour remettre les choses dans leur contexte.